Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je souhaiterais donc revenir, comme vous l'avez fait, mais sur d'autres points, Monsieur le Président, sur 5 faits majeurs mis en exergue clairement par le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur la situation financière de notre département du Nord depuis 2016 et jusqu'à 2019 inclus. En premier point, je voudrais revenir sur la gestion financière générale de notre département. La Chambre, disons-le trivialement, remet quand même l'église au milieu du village sur l'origine des difficultés financières de notre département et sur les raisons objectives et externes de leur amélioration. La Chambre se veut ainsi objective et nous lui en sommes gré. Je la cite, j'ouvre les guillemets. Ces résultats sont imputables avant tout au dynamisme des recettes de fonctionnement, servies par une conjoncture économique favorable, dont principalement les droits de mutation à titre onéreux, qui ont progressé de 93,5 millions par an. La collectivité a par ailleurs décidé d'augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et a ainsi perçu 104 millions d'euros supplémentaires chaque année de recettes des ménages et des entreprises nordistes. Je rappellerai donc tout de même une nouvelle fois, mais c'est ainsi, que l'embellie des recettes issues des droits de mutation à des titres onéreux est largement due au relèvement de ce taux à 4,5%, décidé courageusement à l'époque par la précédente majorité de Patrick Kanner et de Didier Magnier, sans, disons-le, malheureusement, votre soutien à l'époque sur cette décision, mais il est vrai que tout le monde peut changer d'avis. La décision de relever les impôts est certes saluée par la Chambre régionale des comptes, indispensable à vous écouter, mais toutefois en contradiction avec l'engagement politique que vous aviez formulé en son temps avec l'ensemble des candidats Union pour le Nord durant la campagne électorale précédente. Là aussi, tout le monde, c'est vrai, peut changer d'avis, mais vous l'admettrez, c'est tout de même plus gênant en termes d'engagement électoraux. L'envolée du produit des DMTO et le relèvement de la taxe sur le foncier bâti des ménages et des entreprises nordistes de 25,7% sont donc, disons-le, voilà, c'est un fait, les deux piliers de ce que vous aimez à appeler, votre vice-président, la culture de la recette. Bon, vous l'admettrez que sur ce sujet, on est plus dans la culture de la recette fiscale. Par ailleurs, le rapport de la Chambre régionale des comptes souligne objectivement, et nous la remercions une nouvelle fois, que la conjoncture nationale a permis une diminution avant la Covid-19 des besoins d'intervention sociale. Je la cite, deux points, j'ouvre les guillemets, le département a bénéficié par rapport à la période 2010 à 2015 du ralentissement de la progression des dépenses sociales. Dont acte. En vérité, ce que dit la Chambre est exactement ce que nous affirmons depuis 2015 à chaque débat budgétaire. La santé financière du département est essentiellement, hélas, tributaire de la conjoncture économique. Vous avez pu ainsi, et tant mieux finalement, vous appuyer largement sur la reprise économique du pays et la baisse du chômage national, entamée en 2015. Et quelque part, je le disais, tant mieux, mais il serait, je pense, honnête, vous aussi, de le reconnaître simplement. Deuxième point, ce rapport d'observation et les réponses que vous y apportez mettent en évidence les conséquences des diminutions importantes opérées tout de même entre 2015 et 2018 au sein des services départementaux et dans le déploiement des politiques publiques départementales. La Chambre critique ainsi la relance en 2019, vous l'avez dit à l'instant, de recrutement après 3 années de baisse drastique des effectifs sur quand même plusieurs centaines d'emplois, même si c'est revenu, vous l'avez dit, à son niveau initial. Dans votre réponse, Monsieur le Président, vous justifiez, dans votre réponse à la CRC, vous justifiez l'inflexion de votre politique des ressources humaines à partir de 2019 avec le besoin de, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, recrutement externe compte tenu de sous-effectifs constatés au regard de l'activité, nombre d'enfants, nombre de dossiers à traiter en constante augmentation, dont l'augmentation des MNA pris en charge par le département. C'est aussi ici, disons-le, une forme d'aveu. Vous reconnaissez, je pense, avoir été trop rigide en début de mandat et de ne pas avoir été suffisamment, je crois,
à l'écoute des agents départementaux, de leurs besoins et de notre groupe qui, connaissant bien la situation, tirait quand même régulièrement la sonnette d'alarme, il me semble, en séance. La Chambre poursuit, j'ouvre les guillemets, les dépenses réelles de fonctionnement représentent presque 2,6 milliards en 2019. Entre 2015 et 2017, elles ont connu une baisse d'1,9%, effet périmètre avec retraitement, mais ont augmenté entre 2017 et 2019 de 2,1%. Ce que vous confirmez dans votre réponse, Monsieur le Président. En réalité, votre majorité a mené une politique tout de même au départ, du moins, d'austérité choisie, disons-le, revendiquée, entre 2015 et 2018, qu'il convient tout simplement d'assumer, mais qui était impossible à tenir dans la longueur face au coût social pour notre territoire et au coût humain au sein des services. Nous voyons bien depuis plusieurs mois, et tant mieux, là aussi, que votre majorité a dû lâcher du lest sur certaines politiques devenues ingérables sur le terrain, comme la protection de l'enfance, domaine clé de notre département. Votre gestion, tout de même, dans le domaine des ressources humaines, aura donc subi des stop and go qui sont quand même, c'est un fait, toujours négatif en termes de management, d'état d'esprit et de doute au sein des équipes qui s'interrogent quelque part sur le sens de leur travail et aussi leur avenir. Nous le constatons régulièrement en dialoguant avec quelques-uns d'entre eux sur le terrain. En troisième point, ce rapport, et ça j'en parle régulièrement aussi, une nouvelle fois met en exergue une nouvelle fois la faiblesse du niveau d'investissement du département au cours de ce mandat, point sur lequel nous insistons collectivement régulièrement. La Chambre évoque en effet un investissement qui s'est limité finalement à conserver l'existant. Je la cite, deux points, ouvrez les guillemets, depuis 2016, le département a privilégié en matière d'investissement la conservation de son patrimoine, vous l'aviez aussi évoqué, en limitant le niveau de ses dépenses d'équipement. Il les a financées avec ses ressources propres et s'est désendetté d'environ 200 millions d'euros. Je ferme les guillemets. Le Nord, et là aussi, c'est un choix. C'est votre choix. Vous avez donc privilégié le désendettement plutôt que l'investissement. Et nous, pour notre part, nous pouvons légitimement nous demander si le choix de stabiliser le stock de dette en empruntant à taux faible n'aurait pas été plus judicieux plutôt que de financer sur fonds propres et de se priver ainsi de marge de manœuvre afin d'investir davantage, car il y a des besoins, chacun le sait, pour soutenir les nordistes, mais aussi, disons-le, les entreprises du Nord pour des chantiers plus nombreux, 200 millions d'investissements supplémentaires. Ça aurait été quand même important pour l'activité économique, il me semble. En outre, l'entretien de l'existant est une bonne chose, mais qu'en est-il des nouveaux projets portés par le département en cours de cette mandature? Quels sont les projets finalement dans les cartons pour les 10 prochaines années? Nous pensons qu'il est essentiel, lorsqu'on fait de la politique aussi, de savoir certes gérer, mais aussi de se projeter dans 10 ans. C'est une échelle de temps tout à fait intéressante et sur laquelle il faut se mobiliser. Le Nord de demain, finalement, c'est celui que nous impulsons ou pas aujourd'hui, il me semble. Enfin, nous regrettons sur ce point du rapport sur l'investissement que la Chambre n'a pas mis en perspective la réalité de l'investissement du département du Nord par rapport aux autres départements. Ce point a été évoqué par d'autres orateurs, je ne serai pas trop long là-dessus, mais tout de même, cela aurait démontré que l'investissement du département du Nord est quand même en deçà de la moyenne des autres départements. C'est quand même un sujet. On ne peut pas, même s'il y a des raisons, c'est quand même un vrai sujet sur lequel il faut s'interroger. C'est à mes yeux le problème, je crois, le plus important, le sous-investissement dans le département du Nord. Celui-ci est resté très modeste en raison du choix que vous avez fait de privilégier le désendettement, je n'y reviens pas. Deux points, j'ouvre les guillemets du rapport de la CRC. La part de l'emprunt dans le financement des investissements décroît nettement, passant de 92 en 2015 à 46% en 2016, puis à 43% en 2019. Quatrième point, on note le pessimisme de la Chambre, et vous y avez aussi fait allusion, sur les perspectives
de l'avenir, parce que ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le passé, mais surtout l'avenir, perspective budgétaire du département. Ce qui démontre l'importance d'engager un véritable débat, je crois, sur les ressources des départements et tout simplement, une nouvelle fois, leur avenir. Car sans fiscalité propre, sans ressources propres, quel avenir à terme pour notre département? Pour 2021, la Chambre donc titre sur, je cite, deux points, j'ouvre les guillemets, une anticipation difficile de l'évolution financière, l'impact de la crise combiné avec l'évolution annoncée du mode de financement des départements fait entrer la collectivité dans une période d'incertitude qui ne facilite pas le pilotage financier à moyen terme. Effectivement, cette situation n'est pas nouvelle, elle est complètement liée aux modalités de financement des départements et au reste à charge des allocations individuelles de solidarité qui s'accumulent année après année. Nous notons ainsi l'anticipation par la Chambre de nouvelles difficultés financières pour le département du Nord, et ce malgré les réductions réalisées depuis 2015 pour les politiques départementales, avec votre plan d'économie de 100 millions en 2016, avec les baisses d'effectifs ou encore la baisse de l'investissement. En somme, le département du Nord ne parviendra pas, d'après ce qui est écrit, à éviter la dégradation rapide de ses ratios financiers sous l'effet de la crise. Pour la Chambre régionale des comptes, je cite, deux points ouvrez les guillemets, la réduction de la dépense constitue in fine le seul véritable levier du département du Nord pour préserver son avenir financier. Quelle perspective, me direz-vous? Nous nous inscrivons cependant en désaccord avec cette analyse des magistrats de la Chambre régionale des comptes, considérant qu'il est temps pour les départements d'adopter collectivement une tonalité plus offensive, disons-le, en direction du gouvernement, plus unanime également au niveau de l'ADF, si je crois ils ne veulent pas disparaître tout simplement. En réalité, ces dernières années, vous avez plutôt accompagné le gouvernement dans sa volonté de recentralisation. C'est vrai pour les départements, mais c'est vrai aussi pour les autres collectivités. La contractualisation signée à l'époque en est une démonstration tout de même. Pourtant, d'autres stratégies étaient possibles. Cela a été aussi rappelé, comme celle de la Gironde, qui a refusé quand même courageusement la signature des contrats de Cahors, qui les a attaqués et finalement a obtenu gain de cause, contraignant l'État à annuler les pénalités et même à abonder ses financements dans le cadre du plan de relance. 3 départements ont aussi attaqué l'État en justice sur le sous-financement du RSA et ont également obtenu gain de cause. 17 autres départements se sont aussi associés à cette démarche. Clairement, je pense qu'il nous faut construire, ce ne sera pas facile, mais ce sera nécessaire, un nouveau cadre avec l'État. Et j'en viens donc à mon 5e point et dernier point qui fera office de conclusion à mon intervention. Ce rapport d'observation démontre que dans la course à la rigueur budgétaire dans laquelle nous nous sommes engagés, et vous êtes pleinement acteurs, il n'y a pas finalement de limite à la diminution des services publics, à la réduction des services publics, avec les conséquences, d'ailleurs pour certaines, mises en exergue durant cette crise sanitaire, je pense au monde hospitalier notamment. Pour la Chambre, la crise actuelle doit donc être l'occasion, en effet, pour le département du Nord de continuer de serrer la vis des dépenses. La Chambre invite, j'ouvre les guillemets, à élaborer un plan prospectif d'économie pour améliorer l'efficience de la dépense, se prémunir d'un aléa important en ce qui concerne l'évolution à moyen terme de ses recettes et préserver le financement propre de ses investissements. Je ferme les guillemets. Pour faire face à cette situation, le rapport recommande un plan d'économie sur 3 ans. La seule marge de manœuvre est selon elle dans les dépenses de fonctionnement. Une nouvelle fois, masse salariale, fonctionnement de l'administration, solidarité territoriale. Elle préconise des économies auxquelles nous sommes opposés au niveau du SDIS ou encore sur le montant de la masse salariale du département du Nord. Toujours un peu variable d'ajustement, il nous semble. Nous contestons donc la tonalité du rapport de la CRC sur ces points de relance et de prospective qui demeurent très normatives, certes dans son rôle financier et comptable et pas politique, en déconnexion avec la réalité économique et sociale de notre territoire du Nord. Face à la crise sanitaire, économique et sociale, qui, selon l'avis de nombreux économistes, de toute obédience d'ailleurs, va nécessiter une mobilisation de la puissance publique et donc notamment des collectivités de la solidarité, des collectivités territoriales.
Comment, Monsieur le Président, ai-je envie de dire, appréhendez-vous ces conclusions? Comment comptez-vous donner suite à ces indications? Pour notre part, nous comptons présenter une alternative à cette vision d'austérité que nous estimons contraire aux besoins du Nord et de ses habitants. Je vous remercie de votre attention.